Bonjour. L'objet de cette vidéo, de cette série plus précisément de 3 vidéos, est de parler de la protection des droits fondamentaux dans l'Union. Le sujet étant un petit peu vaste, et puis pour que ça soit plus facile d'accès, je vous propose de voir ça en 3 temps. Donc nous parlerons dans un premier temps des raisons pour lesquelles l'Union européenne s'est intéressée à la protection des droits fondamentaux. Puis, dans une seconde vidéo, nous verrons le contenu du principal instrument de protection des droits fondamentaux dans l'Union, qui est la charte. Donc, nous verrons un peu le contenu de cette charte des droits fondamentaux, quels sont les droits quels sont les droits et les principes d'ailleurs qui sont protégés au sein de cette charte. Et puis dans un troisième et dernier temps, troisième et dernière vidéo, nous verrons un mode d'emploi, c'est-à-dire comment fonctionne cette charte, quand est-ce qu'elle peut être invoquée par les justiciables, quand est-ce qu'on ne peut pas l'invoquer. Donc, premier temps de cette présentation, premier aspect, pourquoi l'Union européenne s'est-elle intéressée aux droits fondamentaux? Alors il faut savoir d'abord qu'elle ne s'y est pas intéressée dès le début. Dans les années 50, donc 1951-1957, pour la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis la communauté économique européenne, la protection des droits fondamentaux a été, pour 2 raisons différentes, jugée comme étant superflue. Donc on n'a pas jugé nécessaire d'évoquer cette question dans les traités. Alors, pour quelle raison? La première, c'est qu'on mettait en place une Europe économique, et donc on ne voyait pas en quoi la mise en place d'un marché commun du charbon et de l'acier ou des produits économiques pouvait, d'une quelconque manière, porter atteinte à ces droits fondamentaux. Première raison. Et la seconde, c'est qu'on considérait qu'il y avait déjà une organisation en Europe qui se chargeait de ces questions, à savoir le Conseil de l'Europe, et qui s'en occupait déjà très bien, puisqu'il était doté à l'époque de sa Convention européenne des droits de l'homme, avec une Cour européenne des droits de l'homme, et on ne voyait pas l'objet donc de dupliquer cette protection au sein de cette nouvelle organisation naissante. Donc les traités, dans un premier temps, se sont complètement désintéressés de cette protection des droits fondamentaux. Il s'est toutefois avéré assez rapidement que c'était une erreur, et que bien qu'il existe le Conseil de l'Europe, et bien que la matière soit portée exclusivement sur la question économique, cette matière pouvait néanmoins porter atteinte à la protection des droits fondamentaux. Alors, je vais vous donner un exemple assez topique, et en même temps assez improbable finalement, d'une situation dans laquelle les droits fondamentaux peuvent émerger alors qu'il s'agit d'un volet de la politique agricole commune. C'est l'effet d'espèce de la première affaire dans laquelle la Cour de justice a reconnu l'hypothèse d'une nécessité de reconnaître la protection des droits fondamentaux. C'est l'affaire c'est l'affaire Stauder, c'est donc l'histoire de M. Stauder, qui s'était vu proposer l'achat à prix réduit de beurre qui était stocké dans des espaces de stockage européens, et pour obtenir ce beurre à prix réduit, il lui était nécessaire de donner son identité. Et l'Allemagne, qui mettait en place cette politique sur son territoire, avait fait tirer des listes avec une liste nominative de toutes les personnes bénéficiant de ce beurre à prix réduit. Alors pourquoi est-ce qu'on avait du beurre à prix réduit? C'est très simple, la politique agricole commune visait à essayer de stabiliser au maximum les cours des matières premières agricoles, et donc quand on produisait trop, on stockait, et ensuite, une fois que les cours remontaient, on pouvait vendre ce stock. Sauf que si les cours restaient durablement bas, on stockait, on conservait, mais au bout d'un moment, ces denrées pouvaient s'abîmer, et donc c'est la raison pour laquelle on prévoyait de les donner ou de les vendre à bas prix juste avant qu'ils ne soient plus consommables. Et M. Stauder, en l'espèce, considérait que la nécessité d'inscrire son nom sur une liste nominative de personnes nécessiteuses, puisque pouvant bénéficier de ce beurre à prix réduit, portait atteinte à sa dignité humaine. Comme quoi, la politique agricole commune peut poser éventuellement des problèmes en lien avec la dignité de la personne humaine, qui est le fondement des droits de l'homme. Alors, en l'espèce, la Cour de justice n'a absolument pas reconnu que l'affaire portait atteinte à sa dignité, mais a néanmoins accepté de prendre en considération la protection des droits fondamentaux. Sans rentrer dans le détail, cet arrêt de 69 est le début d'une longue série d'arrêts rendus par la Cour qui vont progressivement reconnaître toute une série de droits civils et politiques aux individus
dans le cadre de l'Union européenne, enfin des communautés européennes, puis de l'Union européenne. Pour ce faire, la Cour de justice s'est inspirée de ce qu'elle trouvait dans les traditions constitutionnelles communes aux États membres, d'une part, et d'autre part, et principalement en réalité, ce qu'elle trouvait dans la Convention européenne des droits de l'homme. Elle s'est en effet essentiellement inspirée du texte de cette Convention européenne des droits de l'homme, qui est une convention du Conseil de l'Europe, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour reconnaître toute une série de droits fondamentaux, la protection de la vie privée, la protection de la vie familiale, la liberté d'expression, le droit à être jugé avec des procédures équitables, toute une série de droits qui ont été progressivement reconnus par la Cour de justice. Et à la fin des années 90, on va dire, l'évolution est à peu près achevée et on a dans l'Union européenne un système de protection des droits fondamentaux qui est, d'un point de vue comment dire, technique, je ne dirais pas parfait, il y a toujours des améliorations qui peuvent être apportées, mais qui est entièrement satisfaisant. À une exception près. C'est un système qui est techniquement parfait, mais qui est absolument illisible, puisque ces droits sont garantis dans la jurisprudence de la Cour, sous la forme de principes généraux du droit. Et donc, les principaux intéressés, les justiciables, ne sont probablement pas au courant que ces droits existent, et on peut même penser que leurs conseils, les avocats, ne le sont pas non plus. Puisqu'il faut, concrètement, consulter la jurisprudence de la Cour, à la recherche de ces principes généraux du droit, pour les identifier, savoir quels sont les droits fondamentaux qu'ils protègent, comment ça fonctionne. Tout ceci à une époque qui nous paraît très ancienne maintenant, mais à laquelle les fichiers n'étaient pas informatisés. Il fallait utiliser les recueils papier pour essayer de chercher des informations. Et c'est dans ce contexte qu'arrive l'idée de réaliser une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a pour but principal de rendre visibles ces droits fondamentaux. Pas d'en rajouter ou de compléter, mais essentiellement de rendre visibles les droits qui sont déjà protégés dans la jurisprudence de la Cour, principalement, et puis, de façon secondaire, enfin un peu éparse, dans les traités, dans les actes de droit dérivés de l'Union européenne. Donc, cette charte, dont la rédaction va être décidée en 1999, et qui sera rédigée durant donc, la fin de l'année 99 et l'année 2000, cette charte des droits fondamentaux aura pour but de rendre visibles les droits fondamentaux pour que les citoyens, les justiciables européens, puissent se saisir de leurs droits fondamentaux et puis les utiliser en justice. Alors, au-delà de cette première vocation, il y avait également probablement en arrière-plan l'idée selon laquelle la rédaction de cette charte constituait, d'une certaine façon, les premiers jalons de ce qui deviendra par la suite le traité établissant une constitution pour l'Europe. Même si le projet n'était pas complètement arrêté, on peut penser que les dirigeants européens avaient en tête cette idée de reconquérir un peu l'opinion européenne en mettant en place, en dressant un parallèle entre l'Union et puis le modèle bien connu de l'État. Alors, cette charte des droits fondamentaux a été rédigée selon une formule un peu particulière pour l'Union européenne, qui sera d'ailleurs réutilisée pour rédiger le traité établissant une constitution pour l'Europe, qui est le modèle de la Convention. C'est-à-dire qu'au lieu des négociations diplomatiques secrètes habituellement utilisées pour négocier les traités européens, on va mettre en place une convention qui sera présidée d'ailleurs par M. Roman Herzog, ancien président de la République fédérale d'Allemagne et puis président de la Cour constitutionnelle allemande. Donc M. Roman Herzog qui va donc diriger cette convention composée de représentants des États, mais de parlementaires nationaux également, de parlementaires européens, de représentants des institutions européennes, qui aura pour particularité de fonctionner de manière complètement ouverte et transparente. L'intégralité des débats ont été retranscrits et publiés sur Internet. La société civile avait la possibilité de faire des propositions sur les droits qui devaient être reconnus, leur formulation dans cette charte. Et donc, cette convention qui va travailler donc, essentiellement durant l'année 2000, va rédiger un texte, donc cette charte des droits fondamentaux, qui comporte 54 articles, et qui sera proclamé en marge du sommet de Nice, donc à la fin de l'année 2000. Alors, une explication sur ce terme, proclamé. En fait, la charte des droits fondamentaux, à cette étape, va simplement être reconnue comme étant un accord liant les trois institutions de l'Union, Commission, Conseil, Parlement, mais ne sera en aucun cas un texte contraignant.
les chefs d'État et de gouvernement ayant en effet décidé que cette charte était certes un texte très intéressant, mais qu'il comportait un certain nombre de droits pour lesquels il y avait des risques importants pouvant entraîner des dérapages importants sur le terrain budgétaire. Alors, nous reviendrons sur ces questions-là dans la deuxième vidéo, mais d'ores et déjà, le problème est très clair, c'est la question des droits sociaux. Il y a des droits sociaux qui sont reconnus dans cette charte, et un certain nombre de gouvernements ne veulent pas entendre parler de droits sociaux contraignants qui pourraient être utilisés devant les juridictions nationales pour exiger un certain nombre de droits qui nécessairement ont un coût dès lors qu'il s'agit de droits sociaux. Donc quoi qu'il en soit, ce texte va être simplement proclamé en marge du sommet de Nice, donc sera dans un premier temps un texte purement déclaratoire, qui peut avoir une influence sur le contenu de l'action de l'Union européenne, mais qui ne pourra pas être utilisé par les citoyens. Et c'est là un paradoxe qu'on peut relever. C'est un texte qui a été adopté pour rendre visibles les droits, mais qui ne peut pas être utilisé par ceux-là même qui sont visés par cette charte.